fondamentale dans le conseil et des communes et des particuliers, c'est le CAUE, ce qui fait des conseils architecturaux en urbanisme et en environnement. Et en fait, c'est au niveau départemental. Et du coup, vous avez tous un CAUE et eux, ils font du conseil. Et eux, ils peuvent fédérer et ils peuvent regrouper des luttes aussi. Et ils peuvent avoir ce poids extérieur, public, pour vous soutenir, par exemple, par rapport à des gros projets. Et en même temps, ils ont ce côté technique et voilà. Et donc, en fait, il y a aussi des aides. Il y a le plan local de l'habitat aussi. Et donc, ça, c'est le public. Et c'est ça qui définit aussi toutes les subventions qui vont être accordées pour les rénovations thermiques, qui va définir... Tout ça, c'est voté au niveau public. Et donc, du coup, c'est vraiment avec vos élus sur ça qu'il faut travailler. Et après, vous avez aussi toujours des solutions sur le fait de travailler et par exemple, de monter des coopératives. Ça se développe plutôt en France maintenant. En fait, c'est marrant parce qu'en Suisse, qui ne sont pas les plus communistes du monde, par exemple, à Zurich, ça fait plus de 100 ans qu'ils ont des coopératives, ce qui permet d'avoir la coopérative dans le bâtiment, c'est comme une coopérative en entreprise. C'est-à-dire que c'est celui qui a des parts dans la coopérative, c'est celui qui y travaille. Donc là, c'est celui qui habite. Donc forcément, l'habitant est coopérateur. On ne peut pas être coopérateur et ne pas habiter dans le logement. Et donc du coup, ça fait aussi pareil que les travaux ne sont pas faits de la même façon. Parce que comme on habite dedans, on va payer des charges pour des choses qui sont utiles. Quand on va anticiper aussi, on va se dire oui, c'est pas comme un propriétaire privé qui va se dire oui, mais moi je vais pouvoir attendre, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent maintenant. Mon locataire il va attendre, on va se débrouiller, on va se débrouiller, on l'entend souvent. Donc du coup, et tout ça, c'est aussi donc collectif et public tout le temps. Et donc c'est comme ça en fait qu'on améliore après les filières dans le BTP et qu'on travaille ensemble en fait sur la façon, parce qu'on sait tous comment on veut habiter. On peut tous réfléchir à ça j'aimerais bien, ça j'aimerais bien. Et le BTP après peut suivre la demande, mais il faut définir son besoin et bien planifier. Voilà. Oui, donc, alors je suis tout à fait d'accord avec Anne. Je vais quand même amener quelques nuances, quoi. Euh, Convergence syndicale pour aller vers un monde meilleur ou en tout cas vers un logement plus salubre. Il y a plusieurs facteurs quand même qui sont handicapants. Le premier facteur, c'est quand même les grands groupes, les majors. Ils sont pas là pour faire de la philanthropie, hein. Euh, Verdir leur image, ça leur va à partir du moment où ça fait monter leur cotation boursière. Faut se le dire, hein. Euh, pour vous donner un exemple, dans une réunion où nous tous ici on n'est pas les bienvenus, dans une réunion qui s'appelle un think tank, un groupe un réservoir d'idées, alors il y a encore des gens qui nous donnent des infos, hein, heureusement, hein. Tu as deux PDG de majors qui disent les syndicats c'est bon, ça en est occupé, mais non, il faut s'occuper des associations. Ça, c'était il y a 3 4 ans, hein. Ils sont toujours à la tête de leur groupe du BTP, hein. Quand je dis des majors, c'est les majors, hein. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut avoir. Les grands groupes. J'ai un copain en Bretagne, il dit nous, dans le BTP, on nous demande de faire une bouse, on fait une bouse. C'est un peu imagé, c'est un breton, mais il me le dit en français, mais voilà, c'est des éléments qu'il faut retenir. Donc, qu'est-ce qui... Comment, putain, il y a des mecs qui connaissent tout le monde ici, on est repérés, hein. Donc, vous voyez, ça, c'est des éléments qui sont importants. Donc, comment contraindre ces majors? Il n'y a qu'une seule manière, c'est, comme tu dis, la puissance publique, qui est publique ou parapublique, hein, qui doit augmenter les normes, changer les manières de travailler, euh, refaire des choses qui ne sont pas faites. Mais il y a aussi, par exemple, les partis politiques qui, par la conscientisation au niveau des citoyens, peuvent élever le rapport de force pour que la bouse
que l'on nous demande de faire dans le BTP soit plus une bouse. Si ça, dès le départ, on ne le prend pas à ce niveau-là, on ne changera pas la construction publique. Parce qu'on va sur quoi? Sur le moins cher. Ou après, quand on va, je sais, moi je travaille, j'habite ici, hein. Je suis à 50 km d'ici, mais je travaille à Montreuil. Alors on va sur le moins cher ou on va sur le très beau, construction en bois. 60% en ce moment des permis de construire demandés à Paris, c'est de la construction bois, hein. Mais alors là, je vais vous dire, c'est pas pour loger tout le monde, hein. Parce que le coût de la construction bois, alors c'est vrai, hein, t'as raison, hein, c'est éco, puis canadien, tout ce que tu veux, réfrigération, mais c'est pas pour loger l'ensemble des salariés, donc des salariés, des citoyens. Donc ça, c'est voilà, ça c'est un élément qu'il faut amener. Euh, les groupes, les managers du BTP, il faut les contraindre. Il faut, si on n'arrive pas à les contraindre, il faut attaquer leur image. Je suis à la communication, notamment à la fédération. Bouygues, je vais les taper sur la construction d'EPR. Alors, on va pas, je rentre pas dans le débat d'EPR ou Jeux Olympiques, hein, parce que bon, nous on construit. Voilà, j'ai mon opinion à moi, mais voilà. Je vais les taper sur EPR pour utilisation abusive de salariés détachés. C'est la première fois qu'on arrive à les faire condamner, Bouygues. Vinci, je les ai tapés en y allant sur le Qatar. Et ça leur fait mal, hein. Donc, vous voyez, la com et la puissance publique. Après, l'autre partie, c'est la convergence syndicale dans le BTP. Faut déjà réussir à faire je parle pour ma fédération. La CGT, c'est un autre débat. Faut déjà que j'arrive à réaliser la convergence dans ma fédération, hein. Parce que si on donne pas les clés, les outils aux salariés, aux syndiqués, et les conscientiser sur le besoin de faire mieux, on aura déjà du mal à mettre la machine en route. Et à la CGT, on est quand même multiples, hein. J'aimerais bien qu'on soit encore. Je suis bien content qu'on n'y soit plus. On appuie sur un bouton, on se met tout le monde en grève, hein. Celui qui me dit qu'il est détenteur du mouvement social, je veux bien le croire, mais je demande à voir. Donc déjà, une fois qu'on a réussi, nous, à la CGT, à se mettre en ordre de bataille, c'est comment ensemble on arrive à traiter ces convergences syndicales dans le BTP. Et ça à la CGT, hein, aussi de faire sa part de choses. Parce que on n'est pas les anges dans le truc, hein. Ça aussi, il faut bien arriver à se le mettre, hein. C'est nous les plus beaux, c'est nous les meilleurs. Là aussi, arrivons à nous remettre en cause sur nos certitudes, hein. Et on n'est pas assez au contact avec les associations, avec les groupes de réflexion, tout en regardant chacun on est ce qu'on est, quoi, hein. Mais je pense qu'on a moyen de travailler plus. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, quoi, sur ce débat. On doit, nous, faire plus pour travailler avec nous tous, pour arriver à en tirer quelque chose. Sinon, derrière, moi je vous le dis, hein, le rouleau compresseur, il va fonctionner. Et il fonctionne plein pot, hein. Et là, je prends une image du BTP, hein, du TP, hein. Le capitalisme, il ne va pas nous attendre, hein. Il est déjà bien devant nous. Donc voilà quelques éléments. Alors j'ai marqué un plein de réflexion, hein. Anne, tu dis, les professionnels sont là pour ça, faire du... Bah oui, les professionnels normalement sont là pour faire ça, mais ils sont là aussi pour faire du blé. Et c'est pas des paysans. Ils sont là pour faire de l'argent. Donc allez, on avance. Autre question qu'a amené Anne sur les filières de formation professionnelle. Si tu apprends à des gamins, alors tu es dans le milieu, à monter des parpaings, il va monter des parpaings. Si tu lui apprends à faire des murs en pisé, il pourra faire des murs en pisé. Et je dis ça parce que ici, c'est la région où avant 45, on faisait les maisons en pisé, hein. Maintenant, on les fait en parpaing. Donc vous voyez, il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler. Faut qu'on soit plus nombreux parce qu'on n'est quand même pas beaucoup à avancer là-dessus. Mais on est quand même le poil à gratter qui dérange certains. Voilà, merci. Bon,
Je vais continuer dans ta lignée parce qu'effectivement, moi je viens du secteur de la construction et tout ce que dit Jean-Pascal, on l'a vu au quotidien. Et pour essayer d'apporter sur des éléments que tu n'as pas apportés, parce que tu as déjà apporté, il me semble, l'essentiel. Quand tu parlais de la commande publique, quand tu parlais de l'exploitation des salariés, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que je repense à cette interview que Mélenchon a sortie dans la presse régionale en parlant du tsunami social qui allait arriver après la crise globale que nous vivons. Parce qu'effectivement, vous avez cette crise climatique, ce changement climatique irréversible et cette crise sanitaire qui s'ajoute à cela. Et nous, qu'est-ce qui se passe dans la construction ? Eh bien, sur les 10 dernières années, on a perdu 150 000 emplois. Vous avez un demi-million d'emplois qui ont été perdus dans l'industrie et 150 000 dans la construction. Est-ce qu'on construit moins ? Vous avez l'impression qu'on a construit moins depuis 10 ans ? Je ne pense pas, non ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, on a eu recours à de la main-d'œuvre qu'on a exploitée. Et cette main-d'œuvre qu'on a exploitée, ça a été notamment à travers, tu l'as abordé, la question du travail détaché, qui est un sujet central quand on parle du travail dans la construction. Pourquoi ? Parce que 40% du travail détaché au niveau européen, c'est dans la construction. Donc c'est un des secteurs les plus touchés par le phénomène. Alors le travail détaché, juste parce que nous on en parle régulièrement dans la construction, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le travail détaché c'est quoi ? C'est je suis un plombier polonais par exemple, je suis embauché par une boîte polonaise et d'un seul coup mon entreprise gagne justement un marché en France et donc elle décide de venir avec ses salariés. Et lorsqu'elle vient avec ses salariés donc, sur le territoire pendant donc, quelques mois ou 2 ans, puisqu'il y a un maximum de 2 ans, les conditions de travail ne vont pas être les mêmes. Donc vous vous retrouvez sur un chantier avec des travailleurs qui font exactement la même chose, mais qui n'ont pas les mêmes conditions de travail, qui n'ont pas le même accès à la rémunération et à la protection sociale, puisque les cotisations sociales restent dans le pays d'origine. Donc pendant 2 ans, vous cotiser à la sécurité sociale dans le pays d'origine. Et j'en parle notamment parce que effectivement, pendant la crise sanitaire, ça a été, personne n'en a parlé aussi, mais que s'est-il passé avec il y a à peu près 1 million de travailleurs détachés, beaucoup dans la construction, que s'est-il passé avec ces travailleurs lorsqu'il y a eu la crise sanitaire et qu'on a fermé des chantiers ? Les travailleurs détachés n'ont pas le droit au chômage partiel, puisqu'ils ne cotisent pas en France. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, puisqu'ils étaient bloqués justement sur le territoire. Donc certains ont pu partir avant les mesures de confinement, mais la majorité sont restés. Donc restés bloqués dans leur lieu d'hébergement, souvent insalubre, sans emploi, sans rémunération, et donc et sans accès en plus aux questions, enfin, à l'hôpital, à la santé, à tout ça, parce qu'en plus l'accès est extrêmement limité pour ces travailleurs. Donc vous vous retrouvez avec des centaines de milliers de travailleurs dont on ne sait pas ce qu'il est advenu pendant plus de 3 mois, qui n'avaient effectivement plus aucune rémunération, alors qu'ils se sont fait aider par des associations, par le Secours populaire, par les Restos du Cœur. Mais donc pour vous dire un petit peu, aujourd'hui, ce sont des travailleurs notamment de la construction, mais à quel point on est arrivé dans l'esclavage, parce que c'est vraiment de l'esclavage envers ces travailleurs, et c'est une question sociale. Et c'est pour ça que quand on parle de la convergence, il y a la convergence sociale, il y a la convergence sur les luttes pour l'emploi, et l'emploi décent. L'emploi, on s'est battu pendant des années pour avoir de bonnes conditions de travail. Est-ce que c'est normal qu'à un moment donné, on arrive avec un statut européen et on dit, alors sur les métiers qui sont non délocalisables, parce que tous les métiers délocalisables, ça y est, on les a fait partir. Maintenant, ce qui n'était pas délocalisable, c'est-à-dire a priori, construire une maison, c'est toujours pas délocalisable, même si on commence à voir des innovations aussi dans le domaine. Mais donc tout ce qui n'est pas délocalisable, on se dit, on va délocaliser à domicile. Donc on fait venir des travailleurs avec des conditions de travail différentes. Et ça, c'est une absurdité du travail détaché, et c'est ce qu'on retrouve le plus, nous, dans la construction, puisque c'est un des secteurs les plus touchés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, effectivement, quand tu parlais de la commande publique, il y a des leviers importants qui ne sont pas mobilisés, parce que quand on parle de la commande publique, on parle de la remunicipalisation de certains savoir-faire, de certaines technicités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au niveau des communes, vous avez des tâches qui sont récurrentes et qui peuvent être créatrices d'emplois, des emplois décents, des bons emplois, avec des travailleurs formés. Donc on peut créer des régies, dans le bâtiment, ce qui ne se fait plus, parce qu'aujourd'hui on délègue tout justement au privé.
Et vous avez des tâches non récurrentes, c'est-à-dire effectivement construire l'école. Et bien construire l'école comment? Quand on fait un marché public, déjà il faut avoir des personnes formées pour écrire les marchés publics. Et dans les marchés publics, là aussi vous pouvez inclure des clauses justement pour exiger que les tâches essentielles ne soient pas sous-traitées. Vous pouvez refuser des sous-traitants. Il y a des choses à faire aussi au niveau de la commande publique. Donc c'était pour ajouter un petit peu cet aspect-là. Parce que vraiment, sur la question, donc on parle de la convergence des luttes sur le mal logement, sur les questions climatiques et sur les questions sociales, la question de l'emploi va être centrale dans les prochains mois, puisque comme vous le savez, il va y avoir des pertes hallucinantes d'emplois sur le territoire. Donc la question de l'emploi va être au centre des préoccupations. Et il faut que ces emplois soient des emplois décents pour les travailleurs, que les travailleurs puissent gagner leur vie avec leur emploi, et ce qui n'est pas le cas souvent dans la construction. Quand on parlait de la question aussi des retraites, il y a encore quelques mois, puisqu'on était tous dans la rue pour nous battre contre la réforme des retraites, et la CGT était là aussi avec nous, on se dit à un moment donné dans la construction, la moyenne de départ c'est 52 ans. Donc aujourd'hui, on vous parle de l'allongement du temps de travail pour le départ à la retraite. Et vous avez aujourd'hui des travailleurs qui, à 52 ans, partent, non pas parce qu'ils peuvent partir, mais parce qu'ils sont détruits par leur travail. Parce que ce sont des travails extrêmement difficiles. Et on va vous dire, non, mais il faut pousser, vous pouvez encore bosser. Non, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes détruits. Et on ne vous parle pas de tout ce qui est maladies professionnelles. Là aussi, les maladies professionnelles, on peut faire la convergence aussi sur les questions écologiques, parce que quand à un moment donné, vous manipulez des choses qui sont polluantes, les travailleurs eux-mêmes, c'est les premiers exposés. On va faire demain un débat sur l'amiante. L'amiante, c'est encore des centaines de milliers de personnes qui vont mourir en France d'ici 2025. L'amiante, c'est, quand on parle de la rénovation des bâtiments, c'est un sujet hyper important. Le bitume, je sais que la Fédération de la construction se bat aussi pour la reconnaissance des maladies professionnelles dans le bitume qu'on met sur la route, parce que les travailleurs sont exposés, parce qu'ils déclarent des cancers et d'autres maladies professionnelles. Aujourd'hui, dans le bâtiment, c'est un travailleur qui meurt chaque jour. C'est des chiffres dont on n'entend jamais parler. Donc les convergences, elles peuvent s'effectuer à plein de niveaux. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est bien qu'on soit là pour en discuter, qu'on montre que justement, nous sommes tous animés par les mêmes objectifs et par la même volonté, justement, qu'on puisse tous, à un moment donné, travailler dignement, vivre de notre boulot et surtout être en bonne santé. Merci. Merci déjà donc à Marina, Jean-Pascal et à Anne. Moi déjà, ce que je retiens dans ce qui est dit, c'est Anne, quand elle parle c'est un peu une réappropriation citoyenne par rapport à la question du mal logement et une réappropriation des travailleurs de l'outil de production. En tout cas, moi, c'est des choses qui me parlent très fortement. Et moi, je voudrais vous parler donc d'un troisième point où je pense qu'il y a une réappropriation citoyenne qui est indispensable, c'est la question écologique. Alors, le bâtiment est pas neutre dans la question écologique et a des influences, et ça dépend quel bâtiment. D'abord, sur la question des déchets, et ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur le projet de loi sur l'économie circulaire. Donc ça vient des chiffres d'En Marche. On parle de 76,9% du poids des déchets qui sont issus du BTP. Pas du bâtiment uniquement, mais des travaux publics. Et donc on est à 228 millions de tonnes sur la question des déchets. Alors moi, en fait, c'est quelque chose qui m'a marqué il y a de ça quelques mois. J'étais juste à côté, on était en train de démolir un bâtiment d'un major. Un bâtiment industriel. Vous savez que les bâtiments industriels, souvent, ils font 15-20 ans, ils sont à usage unique. Pas tous exactement, mais souvent, c'est vraiment le cas. Et j'ai vu un défilé de camions qui jetaient tout, en fait. Le bâtiment, il partait en jetant. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on jette son masque, quand on jette un... Mais quand il n'y a rien qui est utilisable et quand tout est rejeté systématiquement, moi, ça me pose quand même des questions parce qu'on ne parle pas de... Un bâtiment, c'est pas 5 kilos, 10 kilos. Je veux dire, c'est pas quelque chose du tout de banal. Et puis la deuxième question, et pour moi qui est essentielle, c'est la crise climatique qui approche à nos jours. Et c'est vrai que quand on parle du bâtiment, on parle toujours de la vie des bâtiments. Et
je vais vous parler en termes de CO2. Je ne veux pas vous embêter avec plein de chiffres, mais pour moi, c'est extrêmement important. La première chose, c'est qu'on dit la vie du bâtiment. Alors, dans la vie du bâtiment, il y a des choses très, très diverses qui n'ont aucun rapport avec la construction du bâtiment tel qu'il a été fait. Il y a l'éclairage, mais il y a tout un réseau électrique. Et chez nous, dans le réseau électrique, il y a quand même une grosse partie du nucléaire. Et puis, après, donc, qui n'est pas une bonne énergie, mais c'est pas elle qui amène énormément de CO2. Et puis dans la vie du bâtiment, il y a aussi du fuel, il y a aussi donc, du chauffage, il y a des climatiseurs aussi qui dépendent de l'électrique, mais toute la vie du bâtiment sur lequel on peut jouer par rapport à la question du chauffage, de la climatisation et de la ventilation, eh bien, en France, donc, c'est 26% des gaz à effet de serre qui sont liés à la vie du bâtiment. Et là-dedans, il y a 2 tiers presque qui est lié vraiment à la construction et au bâtiment. Parce qu'il y a quelques rejets qui sont liés aussi à... Ouais, voilà, je trouve pas mes mots pour ce point-là, mais en gros, il y a 18% des gaz à effet de serre qu'on pourrait travailler sur la climatisation et sur le chauffage en France, hein, pas 18% des gaz à effet de serre du bâtiment. Et enfin, dans la vie du bâtiment, en fait, quand on produit un matériau, d'abord, on le produit, on le chauffe, et il y a pas mal d'utilisation des gaz à effet de serre pour produire des matériaux, c'est-à-dire pour les chauffer. Chauffer des matériaux, comme par exemple la pierre, elle est cuite à jusqu'à 1800 degrés pour produire du ciment, mais c'est parfois 1200, il y a plusieurs styles de voie, etc. On peut cuire de la brique cuite, qui est souvent présentée comme un matériau, en tout cas, qui produit pas énormément de CO2, et je vais dire que ça produit parfois plus de CO2 qu'un parpaing. Et donc, voilà, donc on va cuire du CO2 pour produire des matériaux. Et puis, parfois, en fin de vie, ils vont aussi être incinérés, certains matériaux. Et donc, en fait, il y a pas mal de moments où on va aussi produire du matériau dans la production des matériaux. Et là, au niveau français, c'est 7% des gaz à effet de serre. Au niveau mondial, on est à 10 ou 11% du CO2. Bon, ce qui est un tout petit peu plus au niveau mondial, mais pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas que du CO2. Et enfin, dans le bâtiment, on peut aussi éventuellement stocker du carbone. Ça veut dire, on a parlé tout à l'heure de la construction en bois. Quand on construit en bois, on peut... En fait, vous voyez, quand il y a un arbre dans une forêt, soit on fait une coupe rase de toute la forêt et on a planté des arbres, on fait une coupe rase de tout et on va tout brûler, eh bien, on a eu 0 en bilan climatique parce que le sol, il n'a rien récupéré en carbone et on a tout brûlé. Donc, tout ce qu'on a planté, il est brûlé, donc on n'y gagne rien. Par contre, quand une forêt, eh bien, à un moment, il y a des arbres qui vivent, qui meurent, eh bien, effectivement, le sol va stocker un peu de CO2. Il y a une partie qui va repartir en méthane, etc. Mais donc, c'est aussi intéressant quand la forêt vive parce que là, à un moment, en tout cas, il stocke pendant toute sa poussée et puis après ça, il en relargue une partie dans le sol. Mais momentanément aussi, on peut stocker du CO2 dans le bâtiment. Quand on construit en bois, on stocke du CO2 dans le bâtiment. Quand on isole de manière végétale, on peut stocker en partie du CO2. C'est des choses qui sont très très peu calculées, mais moi j'avais calculé sur le programme de l'AEC, on aurait pu stocker jusqu'à 23 millions de tonnes équivalent CO2 si l'isolation des logements et si thermique était fait en fibre végétale et si on construisait autrement. Et donc ce qui n'est pas banal parce que c'est jusqu'à 5 à 6% des gaz à effet de serre émis. Donc en gros, en fait, si je reprends la production de matériaux, la vie du bâtiment, la climatisation, on a un levier qui, nous, on avait calculé dans nos auditions et sur un programme qui allait jusqu'à... Alors c'était un levier énorme avec une vision de reprise en main citoyenne jusqu'au bout. Mais on a un levier qui peut aller jusqu'à 20% des gaz à effet de serre. Alors, ce n'est pas du tout banal. Et enfin, sur la question écologique, il y a la question de la santé. Il y a la question de la santé d'abord des travailleurs du bâtiment, qui est la première santé, et la santé des gens qui vivent à l'intérieur du bâtiment. Et là, ce n'est pas neutre. On a parlé de l'amiante, on pourrait parler de pas mal d'autres sujets. Et donc, moi, dans tout ce que j'entends, en tout cas, il y a 2 éléments que je voulais mettre en avant. C'est la question de la réappropriation. On a quelque chose à dire en tant que citoyen sur le mal logement et on a quelque chose à dire
face au mur qu'on va se prendre climatique dans quelques temps. Mais ça, on ne va pas le faire sans les travailleurs du bâtiment. Et les travailleurs du bâtiment ont quelque chose à dire sur la réappropriation de leur outil de production. Parce que pour moi, pourquoi ça m'intéresse vraiment d'avoir ce débat à la France Insoumise, c'est surtout sur la question de l'écologie populaire. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire sur toutes ces questions-là? C'est nous diviser. Aujourd'hui, il y a plein de filières qui émergent dans le bâtiment où... voilà, moi je connais un peu les centres de formation. Il faut leur formation maçon, terre crue par exemple, ou leur formation en paille. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est de travailler avec les travailleurs actuels du bâtiment et ouvrir des choses avec les travailleurs actuels du bâtiment. Parce que pour finir, les gens qui ont leur filière dans leur coin et qui vont pas dans les lycées professionnels et qui vont pas s'intégrer à tout ça, eh bien ils font des filières à côté, bio, plus chères. Ils s'intéressent pas au même public. Et donc, il y a une filière de bobos. Et puis, de l'autre côté, il y a une filière, qui reste classique pour les autres. Et moi, c'est quelque chose que je ne veux pas. Et pour ça, il faut une prise en main. Si on veut faire une vraie écologie populaire, il faut une prise en main et un pouvoir qui va légiférer sur le carbone, sur les dépenses de carbone. Il faut faire payer, je vais dire, au gros, les dépenses de carbone. Il faut pouvoir avoir des outils pour éviter le déplacement des marchandises et des travailleurs de partout. Il faut avoir vraiment des outils pour créer une convergence qui va beaucoup plus loin, parce qu'on a des leviers sur le CO2 que n'ont pas ceux qui veulent se mettre dans le capitalisme vert. Moi, je me souviens quand j'avais contacté les Verts par rapport à des questions comme ça, ils nous disaient oui, il faut sensibiliser les citoyens. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait une filière de gens qui savent se payer des bâtiments qui ne vont pas produire de CO2 et une autre filière de gens qui vivent dans des trucs parce qu'on n'a rien travaillé en convergence et parce que nous, pourtant, on a un levier beaucoup plus fort parce qu'en faisant la petite filière bio dans l'alimentation, la petite filière bio dans la construction, c'est pas comme ça qu'on va changer nos modes de production et c'est pas comme ça qu'on va arriver à soulever et à travailler ensemble. Et pourtant, on a des leviers beaucoup plus forts parce que moi, j'y crois pas au levier du capitalisme vert. Sur l'écologie, on va bouger 0,1% du CO2 et on va être tout content. Et puis alors, voilà, et il y en a qui vont être super heureux et qui vont aller dire « Et alors, vous construisez pas en paille, vous construisez pas en bois, vous construisez pas, vous n'êtes pas écolo comme nous ?» Ben oui, on n'a pas les mêmes sous et tout le monde n'a pas la chance d'être autoconstructeur et d'avoir un terrain à côté de lui pour pouvoir se construire sa maison avec ses propres moyens. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment tout ça que je voulais dire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut s'attaquer? C'est au capitalisme, parce qu'il est entré dans nos papilles, mais il est entré dans nos cocons. Et pour cela, il n'y a qu'en travaillant ensemble et en soutenant l'écoute qu'on va pouvoir y arriver. Oui, alors on voit bien quand même que le BTP, le bâtiment notamment, parce que le BTP c'est surtout le bâtiment en France, hein, les TP c'est beaucoup moindre, hein, même si c'est une industrie qui est forte, hein, et on pense qu'elle est forte parce qu'on voit les engins sur la route, mais bon. C'est quand même un élément qui est central dans le débat et c'est important qu'on ait sujet. Alors, il y a certaines choses quand même que, voilà, mal logement, c'est symptomatique. Ça peut être les mecs qui construisent des logements très chers qui se retrouvent dans un logement très mal. C'est l'histoire du cordonnier qui est le plus mal chaussé, quoi. Et donc là, on est bien sur quelle capacité a un travailleur du BTP pour accéder à un logement qui est de qualité. Et c'est pas que pour les travailleurs du BTP, hein, pour l'ensemble de la population. Donc ça, voilà, c'est un débat qu'on a souvent, hein. Moi, j'ai un camarade qui me dit toujours, Jean-Pascal, moi, quand je rentre de ma journée de travail dans le bâtiment, c'est un Comorien qui travaille à Eiffage à Lyon, il me dit, j'ai envie d'être au calme et d'être bien logé avec mes enfants. Et le quartier où j'habite, non. Voilà, ça, il me l'amène. Qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde à Ibrahim, pour pas dire son prénom. Donc ça, c'est des éléments aussi qu'il faut mettre dans le débat. Alors, la CGT, c'était avant les vacances. Martinez a travaillé sur alors je sais pas, c'est un accord, j'en sais rien, parce que là c'est compliqué aussi, avec Greenpeace et une troisième, j'arrive plus à me rappeler la troisième organisation. Il s'est pris une volée de bois vert, hein. Bois vert, on peut le dire. Il s'est pris une volée de bois, quoi, parce que voilà, les adhérents ne sont pas encore complètement au courant. Ils voient bien la canicule, là, les mecs, quand ils travaillent à 40 degrés
sur les routes mettent du bitume, ils voient bien qu'il y a du dérèglement climatique. Et ils ne sont pas encore preneurs de leur destin. Ça, c'est quand même une vraie problématique. En plus, si on leur demande de faire un truc qui les fait chier, mettre un parpaing ou faire un mur, je sais pas, en paille ou je sais pas quoi. Alors, mur en paille, j'attends de voir faire un immeuble là-dessus. Un mur en paille, je veux dire, c'est pas encore maintenant, mais si ça les fait chier, ils le feront pas, quoi. Ou ils vont traîner des pieds. Donc voilà, il faut discuter avec eux, il faut qu'on arrive à les convaincre. Et il faut faire attention aux fausses bonnes idées. Hein. Là aussi, à l'image, hein, Colas a fait une route qui produit l'électricité. Tout le monde l'a vu, hein, ça. Hein. 1,5 km. Avec notre voiture électrique, on allait recharger rien qu'en roulant sur la route. Je crois qu'ils l'ont déconstruite. Parce que ça faisait pas tant d'électricité que ça. Hein. J'espère que personne n'a été électrisé, en tout cas en marchant sur cette route. Mais voilà, on en a plein de trucs comme ça. Hein. Mais ça, c'est pourquoi C'est pour, l'image, hein, la cotation boursière. Hein. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise idée. Mais fausses bonnes idées, comme les maisons qui se font construire, les maisons qui sont construites par des robots ou des imprimantes 3D qui construisent une maison. Le problème, c'est que l'imprimante 3D, elle n'arrive pas à faire des murs à 90, elle est obligée de faire des murs arrondis. Ah, nous, on lit ça, ouais, on aimerait bien voir ça pour s'amuser, quoi. Mais bon, ça, c'est fausses bonnes idées. Sur une autre chose qui a été amenée sur les entreprises qui créent leur filière de formation. Big University. Moi, je m'en fous, hein, j'ai les choses. Hein. Je me suis déjà retrouvé 2 fois au 17e chambre correctionnelle à Paris pour diffamation. 2 fois que le syndicat national qui m'a mis en diffamation, bon, ça dure 1 an et demi, qui a lâché. Après, il a dit non, bah, en fin de compte, on l'attaque plus. Alors, moi, je dis, bah, quand on dit les choses, on dit les choses. Big University, c'est un truc pour emmener du pognon à Big. Voilà, disons-le clairement. Hein. 1,5 million d'euros sur de la formation de très haut niveau de salariés plaquistes. On l'a dénoncé, hein. On s'est fait envoyer bouler. Donc, les universités, mais il n'y a pas que Big qui en fait. Hein. Tout le monde en fait, hein, des universités. Une partie sont là pour récupérer de l'argent de la formation professionnelle et une autre partie pour former des gens par rapport aux besoins de l'entreprise. Hein. Donc ça aussi, soyons vigilants là-dessus. Et dernier truc, donc c'est évidemment, c'est Marina qui l'a amené. Hein. BTP, c'est moi qui m'occupe de la page Facebook. La page Facebook, c'est pas la panacée, mais c'est ce qui me permet de toucher le plus de salariés chez moi. C'est pas Twitter, hein, les mecs de la construction s'en foutent de Twitter. Moi j'en ai marre, hein. Tous les jours c'est un salarié hein, qui tombe, hein. Mais qui tombe souvent, c'est des chutes de hauteur, mais qui est mort. Je mets pas les accidents graves, les mecs qui perdent une jambe ou un bras. Et tous les jours je mets un salarié mort sur son chantier, sur le lieu de travail. Et c'est un accident de travail tous les 5 minutes. Et tout le monde s'en fout. Faut se le dire, tout le monde s'en fout. C'est tout juste maintenant si on a un petit article dans le journal pour dire voilà, il y a un salarié qui le matin partait au travail et le soir il est revenu dans une boîte. Et moi on n'est même plus nous à dire on veut une retraite anticipée pour les métiers pénibles. Dans notre métier, pendant 15 ans on a travaillé là-dessus. On dit maintenant notre métier, parce qu'il n'y a pas de pénibilité dans le métier. Sur les critères de pénibilité du gouvernement, c'est pas pénible chez nous. Bon, allez, d'accord. Donc on dit c'est dangereux. On est le BTP des salariés qui font un métier dangereux. Et quand je dis ça aux journalistes, je cite les exemples. Quand je le sais, parce que maintenant, tendance un peu à cacher les accidents mortels. C'est quoi un métier dangereux ? C'est un mec qui se fait couper en 2 sur l'autoroute parce que c'est coincé entre un camion et une remorque. Et quand tu dis ça aux journalistes, merde, oui, coupe en 2. Et le mec qui le ramasse, c'est le fils d'un camarade à moi dans le 13 à Marseille qui va ramasser le salarié coupé en 2. C'est quoi un mort par jour ? C'est un mec qui tombe de 3 étages et qui est transpercé par des barres d'acier. Ça, c'est à Paris. Mais tous les jours, je peux vous citer ça quand on a les détails. Donc voilà, ça, c'est aussi des éléments qu'il faut mettre dans le jeu et ne pas avoir peur de dire les réalités.
Parce que les morts, c'est comme ça que ça se passe. C'est brutal chez nous. Merci. Difficile d'intervenir après ça et surtout parce que juste pour terminer sur ce sujet, c'est qu'on a l'impression à chaque fois non mais c'est pas de chance quoi. Bah, il a fait un mauvais pas, il est tombé, il s'est décalé d'un mètre, il s'est pris un tracto. Non, c'est pas la faute à pas de chance. Les morts au travail dans le BTP, c'est parce qu'à un moment donné, on vous demande de faire toujours plus avec moins, parce qu'on vous demande d'aller plus vite, parce qu'on vous demande de pas regarder votre sécurité parce qu'il faut toujours plus de rendement. Donc, ces morts au travail, c'est pas la faute à pas de chance. Et ça, c'est le point aussi que je voulais juste rajouter dans ce que tu disais, parce que c'est édifiant et c'est vrai que c'est tellement révoltant de voir que personne s'en occupe, que il y a chaque jour des vies brisées, des familles endeuillées et que on n'en entend jamais parler, quoi. Pendant des mois, on a eu le décompte Covid pour savoir le nombre de personnes qui ont été infectées par un virus. Et à un moment donné, on se dit, et la vie, on fait un classement dans la vie des gens. Ça veut dire qu'à un moment donné, tous ces travailleurs qui décèdent sur leur lieu de travail, on n'en parle pas. Dans le monde, vous avez 2,4 millions de travailleurs qui meurent chaque année sur leur lieu de travail. Personne n'en parle. C'est l'omerta complet, parce qu'effectivement, si on parle des morts au travail, il va falloir qu'on se pose la question de pourquoi, de comment, de pourquoi on enlève les CHSCT. Effectivement, dans le bâtiment, comment se fait-il qu'à un moment donné, on avait des comités justement pour parler de la santé et sécurité au travail, et que du jour au lendemain, on le disparaît en disant, après tout, c'est pas la priorité. Donc, ça, c'est vraiment un sujet moi, qui me touche aussi particulièrement quand on travaille dans le BTP, quand on voit justement ces enfants qui perdent leurs parents, c'est toutes ces familles endeuillées par ces morts au travail, mais pas seulement dans le BTP, hein, vous les avez dans tout, dans différents secteurs. Mais effectivement, donc c'est un sujet. Bon. Pour parler tu parlais des fausses bonnes idées, après j'essaye d'apporter un peu plus d'optimisme sur quelques bonnes idées qu'on pourrait peut-être avoir. Pour lier justement nos luttes sur la question sociale, sur la question écologique. Dans le ciment, tu l'as abordé. Moi, j'aimerais aller un peu au bout de la réflexion. Donc, le ciment, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, pareil, ça, on n'en entend pas souvent parler, mais effectivement, c'est une industrie extrêmement polluante. Et c'est justement le moment où vous faites cuire l'argile et le calcaire à 1400, 1500 degrés qui fait que c'est extrêmement polluant. Bon, en ce moment, au niveau européen, on parle de la question de ce qu'on appelle l'ajustement carbone aux frontières, en gros la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que plus on légifère en Europe, plus ils se barrent. Et du coup, on importe le ciment. Vous imaginez, il y a quelques années, on se disait, on va quand même pas importer des sacs de ciment, ça n'a aucun sens par rapport à la valeur du sac de ciment. Si, maintenant on y arrive. Ça veut dire qu'on a mis le marché carbone, vous savez ce que ça a été, il y a des multinationales, Lafarge, qui s'est bien enrichie pour vendre son droit à polluer. Mais derrière, donc du coup, on crée des usines sur tout le pourtour méditerranéen pour faire venir le ciment. Enfin, pas le ciment, mais le clinker, ça veut dire avant que ça soit broyé, la phase intermédiaire, si vous voulez, donc du processus de fabrication. Donc aujourd'hui, on discute effectivement de cette fuite carbone parce qu'on se rend compte, pas que dans la construction, mais là on parle de la construction, que plus on met des législations, plus on délocalise. Donc ça, c'est une question intéressante parce que c'est ce moment où on a réussi justement à faire un peu converger nos luttes. Pourquoi ? Parce que les salariés donc, des cimenteries nous disent d'ici 10 ans, nous, il y a 40% des cimenteries en France qui vont disparaître. Les cimenteries, c'est à peu près, si je me trompe au niveau des chiffres, mais à peu près 3600 salariés directs. Et après, on est sur, si on prend les entreprises autour des cimenteries, à peu près 15 000 salariés. Donc vous avez 15 000 salariés qui, d'ici 10 ans, vont être impactés, donc la moitié au moins sur des fermetures de cimenteries. Et là, on a au niveau européen donc ce truc qui arrive sur les taxes carbone aux frontières et on se dit, là, il y a peut-être un levier. Donc un levier social, c'est-à-dire de dire, à un moment donné, si on met des taxes sur les frontières de l'Europe, on ne va pas pouvoir continuer parce que c'est une réelle stratégie des entreprises donc d'importer le clinker, donc le ciment, si vous voulez, en France.
Et après, avec les salariés, on s'est dit, est-ce qu'on ne penserait pas justement la reconversion de certaines cimenteries, parce qu'il n'y a jamais eu d'investissement en France dans les cimenteries, alors que vous avez des cimenteries, notamment en Autriche, si je ne me trompe pas, et au Canada, où vous avez un système de captation du CO2, donc qui sont des cimenteries beaucoup plus propres. Et donc cette réflexion, on l'a eue justement avec donc nous au niveau du Parlement européen. Donc quand la loi est arrivée au niveau européen, on a eu cette discussion avec les salariés et on s'est rendu compte finalement qu'il y avait une convergence possible avec eux et qu'on pouvait donc d'un côté promouvoir cette taxe carbone aux frontières pour déjà limiter les dégâts, c'est-à-dire d'éviter la délocalisation de toutes les cimenteries, donc de délocaliser une industrie qui est déjà polluante et de sauver l'emploi, et en même temps de penser avec les salariés déjà à la reconversion de certains sites, puisqu'il y a justement les salariés sont les mieux placés pour penser cette reconversion, ils connaissent leur outil industriel et donc ils nous ont apporté un certain nombre de réflexions donc, sur l'entreprise, donc la cimenterie de demain, de savoir comment, de savoir quel site il faudrait garder, quel site n'est pas forcément, pourrait être reconverti dans d'autres choses. Donc toute cette réflexion-là, on l'a eue on commence à la voir. On a fait une étude justement avec les syndicats français, enfin la CGT et les syndicats belges. Donc il y a déjà des choses qui se font et sur lesquelles on peut avancer. Et ça, c'est un exemple très concret de questions climatiques, donc la question d'un secteur polluant, sur lequel effectivement les salariés vont être directement impacté en termes d'emploi aussi, et donc de savoir d'anticiper, de ne pas être seulement d'arriver à la fin pour soutenir les salariés quand la cimenterie elle ferme, mais c'est vraiment d'anticiper et de voir avec eux comment on construit justement la reconversion du secteur, qu'est-ce qu'ils pensent, ils ont plein d'idées, ils ont sur l'innovation, il y a vraiment, moi j'ai été admiratif de tout ce qui a été proposé justement pour apporter des éléments à la réflexion, et donc voilà, je vous dis, ça c'est un exemple pour essayer d'avoir une note un peu plus positive de tout ce qui a été déjà mentionné, mais ça c'est un exemple concret d'un sujet européen qui arrive sur la table, d'un sujet qui touche la question de l'emploi, qui touche la question sociale, écologique, et sur laquelle on est en capacité justement de travailler tous ensemble. Et donc, oui, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Marina, et voilà, et aussi pour la note optimiste, c'est que tout à l'heure, quand je parlais vraiment du levier de la commande publique et de la planification, c'est vraiment comme ça aussi qu'on intègre les citoyens dans ce projet, quoi, parce que c'est un projet qui touche tout le monde, ça touche effectivement... parce que tout le monde habite quelque part, et tout le monde a vocation à avoir son cocon, son chez-soi, et vous allez trouver ça, c'est extrêmement paradoxal, puisque tout le monde est touché par des problématiques de logement, même les riches, ils sont aussi touchés par des problématiques de logement, et finalement c'est un truc qui mobilise peu le collectif. Parce que finalement, on va se retrouver face à soi-même et avec son problème, alors qu'en fait, ça devrait être extrêmement mobilisateur et constructif, justement, de participer, parce que c'est enthousiasmant de planifier, justement, comment on va construire, comment on va réhabiliter, comment je peux faire pour que mon bâtiment y vive mieux, comment je peux faire pour que... Parce que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, franchement, moi, je ne connais pas un ouvrier qui a envie de mal travailler. Il n'y a pas un ouvrier qui a envie de faire un truc dégueulasse. Par contre, effectivement, son patron, il va lui dire, bah ouais, mais en fait, ça, on le met pas. Il y a un truc tout bête, par exemple, la deuxième couche de peinture qui permet de garantir l'étanchéité et aussi qui va permettre aussi que ça fixe bien, en gros. Et ben cette couche-là, c'est très souvent qu'ils la mettent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du coup, ça leur fait économiser des sous. Personne ne va contrôler qu'ils la mettent pas, alors que c'est évident, n'importe qui passe, on peut le voir, c'est une peinture verte en plus, du coup, bref. Et donc dans le processus de construction, on peut le voir, mais après, en fait, finalement, quand ça va se péter la gueule et qu'on va se rendre compte que ça n'a pas été mis, c'est quoi qui va jouer ? C'est les assurances. Et donc l'assurance, elle va s'en prendre aux sous-traitants, pas à la major. Et donc, du coup, la major, elle va être repayée pour faire le travail qu'elle aurait déjà dû faire, pour lequel elle a déjà été payée. Et souvent, elle a déjà été payée 2 fois parce qu'en fait, ils vont négocier des plus-values. Et voilà. Et ça, c'est un truc parce qu'on ne contrôle pas, parce qu'on commande mal. Et du coup, en fait, quand on a des commandes, quand on a une commande publique solide qui sait définir son besoin en concertation, en impliquant les citoyens, et en impliquant les habitants, et qu'en plus, après, on arrive à contrôler et à voir, du coup,
c'est un gros travail, mais ça se fait, quoi. Enfin, parce que c'est finalement qui c'est qui paye, ça va être l'acheteur public, donc c'est les sous des impôts, des loyers. Donc on a tout intérêt à savoir où l'argent va, quoi. Alors, on peut applaudir. Hein. Je vais encore dire un petit truc et après ça. Ouais. Alors en fait, moi, ce que j'ai peur pour demain, c'est que on voit comment on réagit à des crises et on réagit que quand les crises sont là. C'est-à-dire que on prend pas en amont la crise climatique, on prend pas en amont les crises sociales, et puis après ça, quand la crise est là, peut-être que dans quelques temps, on aura un État super dictatorial qui comprend pas grand-chose, qui va dire voilà, c'est interdit de chauffer à plus de 16 degrés dans une maison, à 15 degrés. Il y a des think tanks qui aujourd'hui, face à la question énergétique, la seule solution, on voit qu'il y a il y a des think tanks qui pensent ainsi, on dépense trop de chauffage, c'est un bilan énergétique trop fort, et donc on propose, au lieu même d'isoler, on propose que la température n'excède pas plus de 16 degrés dans les maisons. Et demain, on fera peut-être la même chose avec, alors de manière indirecte, c'est-à-dire qu'il fait de plus en plus chaud, il y a des canicules de plus en plus fortes, et puis il y a des gens qui vivront dans des logements à 45-50 degrés et qui ne pourront pas se payer une clim. Et moi, je viens et je voudrais quand même... J'ai deux petits symboles en tête, c'est qu'il y a une ville, par exemple, qui s'appelle Shimbam, qu'on appelle la Manhattan du désert. Je vous suggère d'aller la voir. C'est une ville qui a des immeubles de plus de 50 mètres de haut, sur 10 étages, en terre. Et à l'intérieur, on ne dépasse pas 25 degrés. Pourtant, on est en plein cœur du désert yéménite. Et il fait 45 à 50 degrés. Et donc, parce que la Terre, elle est un régulateur au niveau de la question de la température entre le jour et la nuit. Et en tout cas, elle permet qu'il fasse frais dans les maisons. Elle donne de la masse thermique et en même temps, elle régule à une certaine température. On est à 1500 bornes de là. Il y a une ville qui a été construite il y a 70 ans, plus ou moins, Dubaï, de béton et de verre. Et la température extérieure dans cette ville-là a monté de 6 degrés. Et moi, c'est des choses, pas que je vous dis sur il faut dorénavant que construire comme ça, c'est pour faire réfléchir, pour simplement faire réfléchir. Il y a des immeubles dans les Vosges qui viennent d'être construits en bois et paille qui n'ont pas besoin de chauffage et qui stockent 1200 tonnes de CO2. Et moi, ce que je vais vous dire derrière ça, c'est que si on réfléchit tous ensemble à comment on va pouvoir changer nos manières de construire, mais qu'on fait ça avec les travailleurs du bâtiment, qu'on fait ça avec toute une conscientisation citoyenne et qu'on fait ça large et pas simplement une tête d'œuf qui a pondu ça dans un, je vais dire, sur un papier, quoi. Et moi, je vous dis que les mesures dans l'avenir en commun, que ce soit sur l'isolation thermique des 7 millions de logements, donc en 10 ans de 700 000 logements par an, et la construction de 215 000 logements sociaux, dont 200 000 logements sociaux et 15 000 logements étudiants, ce sont des mesures qui peuvent être un levier pour changer nos modes de production avec les travailleurs et qui peuvent être quelque chose pour vraiment construire un autre monde. Et donc, nous, on avait vu que ça pouvait aussi... Moi, je vous parlais pour ma petite côté qu'on pouvait... émettre 20% en moins de CO2, mais surtout, si c'est fait de manière bien, on peut créer des centaines de millions d'emplois. Rien qu'avec l'isolation thermique, c'est 400 000 emplois qui peuvent être créés. Si on fait avec les travailleurs du bâtiment, qu'on travaille vraiment quelque chose où on a une réflexion comme ça largement, eh bien c'est quelque chose où on peut véritablement, on peut créer de l'emploi, mais à ce moment-là, il faut aller vers un État qui fait de la commande publique. Il faut aussi pas avoir peur des mots régionalisation, nationalisation. Il y a les copains cimentiers, ils ont dû à un moment commencer à passer à des combustibles toxiques et dangereux. Voilà. Les gars, ils ont pas dit oui parce que c'est eux qui cherchaient à commencer à vouloir changer de combustible par rapport au combustible pétrole. Mais on leur a dit, avec ça, c'est une garantie d'emploi, les gars, pendant les 30 prochaines... Moi, nous, on ne va plus jamais délocaliser, mais on a besoin de ça, etc. Ils ont dit oui. Et puis après ça, derrière, on va quand même délocaliser. Et là, c'est le moment, justement, pour travailler avec eux à toute une réflexion sur le changement de nos manières de produire. Moi, je sais que, par exemple, si on veut faire vraiment un levier sur la construction terre, moi, j'ai besoin des cimentiers. Là-dedans, il y a des ingénieurs en sciences des matériaux qui connaissent vraiment comment on fait des mortiers. Il y a des mortiers qui ont été
travailler dans des milliers d'endroits dont on pourrait travailler sur des recettes, et c'est eux qui s'y connaissent. C'est eux qui connaissent, les ingénieurs en sciences des matériaux, des questions sur c'est quoi des mortiers. C'est des gens qui gèrent des déchets depuis des années. Eh ben, au lieu d'avoir des déchets qui partent en fumée dans l'atmosphère, si on pouvait travailler sur le réemploi de certains matériaux, et puis nous, on a besoin d'une réflexion sur les filières des déchets. Et en tout cas, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait discuter tous ensemble. Et ne laissons jamais ces ouvriers qui ont des milliers de savoirs à être une fois de plus, parce que on va les délocaliser demain en Espagne et après-demain en Chine, et parce que voilà. Et je pense que voilà, dans tout ça, moi je pense qu'il y a vraiment à faire tous ensemble et à construire tous ensemble. Et je trouve que nous, à la France Insoumise, il y a vraiment quelque chose de super chouette avec nos leviers étatiques et nos leviers possibles. On passe aux questions. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est vous levez, vous les dites. Ou alors, parce que avec le Covid, je ne sais pas c'est quoi les réglementations aussi. Ouais. Le problème, c'est que si tu parles longtemps, j'aurais dû t'appeler parce qu'on n'entend rien en fait, c'est ça un moment. Alors, je vais bouger. Alors, je vais prendre mon. Si c'est possible de faire des questions
peut-être assez courte parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens. On va en prendre plusieurs et qu'est-ce qu'on fait? On en prend 3, on en prend parité, oui, voilà. Donc la prochaine c'est une dame. Voilà. Bonjour, moi je voudrais vous parler d'une expérience pour mobiliser les gens dans les bailleurs sociaux. Je ne sais pas si vous avez entendu de la troisième ligne de loyer. Voilà, alors je ne sais pas si vous connaissez, je vous explique en 2 mots. C'est que si on améliore chez les bailleurs sociaux, si on fait des travaux qui vont faire des économies d'énergie ou on demande aux gens, sur une estimation de ce qu'ils vont pouvoir gagner après les travaux, une ligne supplémentaire, donc des sous, des sous pour aider à ces travaux. Donc c'est super compliqué du coup de mobiliser ses voisins en leur disant non, c'est pas normal qu'il y ait 70 lumières allumées en permanence dans les parties communes. On va se battre pour qu'ils nous mettent des détecteurs. Ouais, les gens n'ont pas beaucoup d'argent et on va leur dire bah oui, mais vous allez financer ces travaux. Donc si on commençait déjà par abroger cette loi-là de 2015, je crois, ça nous aiderait grandement aux luttes. Et juste un dernier point, je rencontre énormément de travailleurs dans le bâtiment, je suis dans le secteur aussi, qui n'obtiennent pas de numéro de sécurité sociale. Il leur manque toujours un papier. Et personne ne peut les aider. Moi, j'ai déjà essayé d'appeler la sécurité sociale. J'en ai un, ça fait 5 ans, qui travaille en France, qui a donc des fiches de paye et qui n'a pas de numéro de sécurité sociale. Donc, il ne peut pas soigner, il n'aura pas de retraite. Enfin, et j'en rencontre de plus en plus. Je ne sais pas si quelqu'un connaît l'ampleur du phénomène, mais ça vaudrait le coup qu'on s'y penche. Merci. Alors en fait je vois au moins oui doigt levé. Le problème c'est qu'il nous reste 10 minutes et moi je me dis si on prend une troisième question on va répondre aux 3 questions. Si on en prend plus ça va être compliqué. Non? Non mais il y a une conférence gesticulée qui commence là juste après. Donc moi je propose de prendre une troisième question. Alors je sais pas comment faire. La première personne qui vient ici vient après aussi. Voilà, on va en prendre 4. De toute façon il n'y avait pas d'autres... Alors d'abord une remarque, il y a aussi les faux travailleurs détachés. Moi je connais une entreprise qui était un sous-traitant de Sogea qui a imposé pour embaucher un maçon français qui passe par sa filiale d'un autre pays. Donc ça aussi ça existe quoi. Hein. Voilà. Et alors moi ce que je pense c'est quand on a la possibilité en tant que participant au niveau d'une maîtrise d'œuvre, c'est, comme ça a été indiqué, imposer que ça ne soit pas une entreprise générale. Et après, dans les critères de choix, il y a des critères financiers, faire en sorte que le critère financier ne dépasse pas 30 à 40% du choix et qu'après, ça soit des critères techniques. Et dans le critère technique, on ne peut pas favoriser en théorie l'entreprise locale. Le seul moyen de favoriser, c'est d'imposer dans les critères techniques l'empreinte carbone. Et c'est le seul moyen. Et ça, quand on peut, et si on peut intervenir à ce niveau-là, il faut le faire. En fait, moi vraiment là, je regarde, je vois qu'on a 10 minutes et on a 3 questions, une question un peu syndicale, une question écologique, une question énergétique. Et je pense que ça, sur le mal logement, je pense qu'on va pouvoir les faire les 3. Après, on peut aussi... voilà, de manière informelle, mais au moins on laisse pour la conférence gesticulée à se préparer, quoi. Ouais, je vais reprendre peut-être sur la question syndicale, sur la sécurité sociale. Il y a des moments où on est dans des situations inextricables, quoi. Et là, tu parles de quelqu'un qui travaille en France. Moi, j'ai un Italien, par exemple, camarade en Italie, qui m'envoie un mec qui est opéré ici, dans le coin à Valence, là, mais qui reçoit une facture de 2500 € de la sécurité sociale, alors qu'il y a des fiches de paye d'une entreprise en France, et on n'arrive pas à savoir, et on interpelle la Sécu, on interpelle l'URSSAF, on interpelle tout le monde, et on n'a pas de réponse. Et donc, on n'arrive pas à lui donner une réponse au mec. Et donc, il y a 2500 balles qui attendent. C'est un salarié roumain qui travaille pour une entreprise italienne. On fait que je paye en France. Mais ça,
Mais c'est légion, quoi. Je veux dire, là-dessus. Donc là, il faut se poser la question aussi du renforcement du nombre d'inspecteurs du travail. Donc voilà, c'est pas le débat ici, mais c'est une vraie question. Je sais plus, c'est camarades qui disaient c'est les entreprises du BTP qui contrôlent les entreprises du BTP. Ah, c'est pas vrai, la PAF, c'est indépendant, bien sûr. C'est les autres qui donnent l'argent. Hein. Tu vas être indépendant, c'est moi qui te donne le chèque à la fin du mois. Et donc ça aussi, toutes ces questions-là de contrôle des travaux, ben faut se les poser aussi. Mais syndicalement on y travaille, mais c'est pas du pouvoir des syndicats. C'est le pouvoir de la force publique et des partis politiques et des élus, malheureusement ou heureusement. Juste pour compléter ce que tu disais, donc si le contrat de travail et les bulletins de paye sont en France, donc est-ce qu'il il est sans papier ou pas? Parce que nous, on a aussi pas mal de travailleurs sans papier, justement dans le BTP aussi, et qu'on peut régulariser après un certain nombre d'années lorsqu'ils ont travaillé sur le territoire. Donc ça, D'accord. Mm. On vous entend pas. Ils cotisent. Oui, oui, non, non, mais dans ce cas-là, oui, oui, non, tout à fait. Parce qu'après, vous pouvez avoir des travailleurs justement dont l'employeur dit qu'ils cotisent, mais en fait, ils ne cotisent pas, et donc en fait, ils n'ont pas de sécurité sociale. Parce que nous, on a ce cas-là aussi. C'est pour ça que je vous demandais. Ok. Bon, enfin, on pourra en reparler après, si vous voulez, après la réunion. Juste un dernier point pour les faux travailleurs détachés. Je sais plus où c'est. Ah oui, voilà. Après, dans ce que vous avez décrit, c'est pas forcément du faux travail détaché. Enfin, c'est du travail détaché classique dans ce que vous avez décrit. Après, par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est du faux travail indépendant, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, c'est une plaie dans le VTP. Vous pouvez arriver sur un chantier. Maintenant, vous avez 100 travailleurs indépendants. Donc ils sont tous en train de construire sur le même site, mais ils sont tous en travailleurs indépendants. Et alors si vous rajoutez à ça après le travail indépendant détaché, puisque ça existe aussi, ça veut dire que c'est 100 travailleurs indépendants qui ne cotisent pas à la sécurité sociale, mais dans leur pays d'origine, dont on ne sait à peu près rien du suivi, et qui sont payés au lance-pierre. Donc vous avez après des dérives énormes, mais c'est sur le faux travail détaché indépendant par exemple, mais dans ce que vous avez décrit comme système, c'est du travail détaché classique en fait, ce que vous décrivez. Donc, mais effectivement, après les abus, les dérives, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais bon, on n'a pas le temps. Mais voilà, effectivement. Avec tout ce que ça implique aussi au niveau sécurité justement sur le chantier et santé des travailleurs et protection des travailleurs. Parce que surtout en plus après la crise sanitaire, là aussi, il y a toutes les protections Covid sur les interventions. Ça rajoute pas mal de choses. Moi, je vais juste parler sur la 3e ligne. Effectivement, c'est assez récent. Enfin, ça fait, oui, c'est 2015 aussi. En fait, c'est effectivement la fameuse 3e ligne. C'est une participation financière des locataires aux travaux d'économie d'énergie. Donc, effectivement, c'est une participation qui est fixe pendant un certain nombre d'années. Et donc, du coup, justement, tout à l'heure, je vous parlais de la concertation avec les locataires. Dans ces cas-là, pour appliquer la 3e ligne, pour pouvoir appliquer la 3e ligne, il faut que les locataires aient donné leur accord. Donc c'est un peu dégueulasse dans le sens où on va les concerter. À un moment, on va leur mettre devant le choix entre, en gros, on fait les travaux, mais du coup, c'est tant la cotisation qu'on va vous faire payer. Et en plus, cette participation financière, on va définir un montant, mais qui est assez théorique, puisque c'est sur les économies théoriquement que vous allez faire d'énergie. C'est pour ça que je vous parlais du fait que c'était hyper important d'avoir en tête, il y a les économies théoriques que vous pouvez avoir, et puis il y a les économies et l'usage réel d'énergie. Sachant qu'en plus, le temps qu'on fasse les travaux et le temps que le vote se fasse, par exemple, on fait des travaux, on fait le vote en 2015, et les travaux sont finis en 2018, l'électricité avait augmenté de 15% en 3 ans.
le prix de l'électricité a augmenté de 15%. Donc les économies, personne ne les voit en fait. Enfin, et pourtant c'est réel. Donc on vous met devant le choix entre, en gros, je fais les travaux, mais par contre la participation financière sera de temps, ou sinon on ne fait pas les travaux. Et donc du coup le choix il est là. Enfin, et donc du coup c'est injuste parce que vous allez avoir besoin qu'on fasse les travaux. On va vous consulter au moment où c'est déjà entre guillemets trop tard. Vous avez vraiment tellement besoin des travaux que du coup vous allez quasiment systématiquement dire oui. Parce que l'alternative, votre bailleur social en face, il va vous dire moi je fais pas les travaux sinon. Et en plus, c'est d'autant plus dégueulasse maintenant que votre bailleur social, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi Elan et la loi de finances qui avait été prise la même année. En fait, votre bailleur social, il n'a plus de sous. Il va avoir les choix entre... les seuls sous maintenant, pratiquement, avec lesquels il se retrouve, c'est votre loyer. Donc du coup, il n'a plus l'aide de l'État. L'État s'est complètement désengagé des bailleurs sociaux. Donc du coup, effectivement, il va avoir le droit de faire d'autres trucs. Votre bailleur social... c'est comme la Poste, il peut tout faire maintenant. Votre bailleur social, il va pouvoir bientôt vous vendre des téléphones, je pense. Et donc du coup, c'est juste pour dire que effectivement, en fait, votre bailleur social, il se retrouve coincé aussi. Donc en fait, du coup, c'est plutôt aussi, quand je vous dis de vous impliquer dès la planification, c'est vraiment important en fait, parce que c'est là où aussi vous allez pouvoir vraiment partenaire avec votre bailleur social. Et c'est bien en amont en fait que bien en amont. C'est bien avant le vote de la 3e ligne, en fait. Alors moi, je vais essayer de répondre à ma manière à la question de changer de matériaux et puis avec les grands groupes, comment ça se passe, et la personne donnait la question du bois. Alors d'abord, je voulais aller dans le sens que effectivement, aujourd'hui, le bois, on peut parfois le sécher industriellement en 2 semaines dans des fours qui le sèchent tellement rapidement qu'on consomme autant de CO2 que tout ce qu'il a stocké durant sa vie. Donc, mais le problème, par contre, où là, j'étais pas d'accord, le problème, c'est les majors, c'est pas les travailleurs. Le problème, c'est une version du monde capitaliste, et effectivement, on peut parler de régionalisation, ça peut même être plus local, etc. Il y a, là, les questions d'échelle d'organisation, je suis d'accord, mais je pense c'est redonner le pouvoir aux travailleurs, quoi. Et c'est pas les maçons le problème c'est qu'on s'adresse pas toujours au même milieu. Moi, je vois bien, par exemple, la formation en terre, en paille, etc. On a énormément formé tout ce qui était architecte. Ou alors, aujourd'hui, dans la formation alternative, on a des gens qui sont bac+5 et vont vers ces choses-là, et on ne forme pas dans les lycées professionnels. Et nous, on s'est introduit dans les lycées professionnels de maçon classique. Et pour moi, je trouvais que c'était hyper intéressant dans ces gamins qui étaient dans des cités sociales à Marseille et qui étaient passionnés par découvrir d'autres techniques de construction. Parce que le frein, il ne vient pas d'eux, c'est que simplement, on ne s'adresse pas à eux. Et ça, j'avais vraiment envie de le dire parce que j'ai eu vraiment des chouettes gamins qui sont dans des écoles de maçonnerie où ils voient un peu tout plein de techniques différentes. Et quand on les initie à d'autres techniques, quand on les forme à un vrai métier, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on forme à des poseurs de matériaux. Les gens, ils sont là, savoir autant de vis dans le placo, combien il faut mettre, on fait vivre l'industrie et on ne forme pas les gens à un métier. Quand on forme un vrai métier, par exemple, de quelqu'un qui est charpentier, eh bien, il sait aller trouver dans la forêt locale de votre voisin quel bois il faut prendre pour la charpente. Quand on forme des gens à faire monceur ossature bois, on sait simplement combien de vis ils vont mettre, plaquistes, combien de vis ils vont mettre, maçon. C'est un vrai métier. C'est pas un truc où on le fait effectivement, avec la vision du travail détaché, avec la vision d'un certain monde, c'est ça qu'il faut changer. Et par contre, sur la question d'arrêter de construire ou ne pas construire, il y a parfois il faut vraiment regarder ça. C'est vrai que l'artificialisation des sols à tout va, c'est pas bon, mais il y a peut-être, on n'est pas obligé toujours de bétonner tout de partout quand on fait une zone commerciale ou plein de choses. Et il y a plein de et on peut construire sans tout. Mais par contre, quand il y a des gens à la rue et qui n'ont pas assez de logement, je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête que la seule solution, c'est pas de ne plus construire ou de ne plus chauffer ses maisons ou de ne plus Merci à vous. Et puis demain, sur le même sujet, il y a décarboner le secteur du bâtiment du Green New Deal aux jours heureux avec Mathilde Panot. Et puis un débat sur l'amiante aussi.